Avec moi, chaque concert est un espace de liberté, c'est-à-dire que tu peux être absolument qui tu veux ce soir, ce que tu veux même, tu peux être une bicyclette. Bonjour, je suis Amandine, consultante en communication digitale. Je t'aide à te faire connaître via le web et les réseaux sociaux. Je suis persuadée que tu peux être qui tu veux. Pour t'aider à suivre cette petite voix qui a parfois du mal à se faire entendre dans le tumulte du quotidien, j'ai décidé de t'emmener à la rencontre de créatifs et de passionnés qui, comme toi, ont décidé de vivre de leur passion. Aujourd'hui, je reçois la chanteuse Rose. Dans un livre intimiste sorti l'année dernière, Kérosène, elle est revenue sur une période sombre de sa vie. Alors, on a parlé de son parcours, comment elle s'est assagie et a incorporé le yoga et la méditation dans sa vie. On a débattu sur les réseaux sociaux, notre dépendance à cliquer frénétiquement sur Instagram et à voir la vie des autres, mais surtout comment on peut en tirer parti pour son activité professionnelle. Je te laisse découvrir tout ça. Bonne écoute! Donc bonjour, aujourd'hui je suis avec Rose. C'est un immense plaisir que j'ai de l'accueillir puisque je la suis depuis ses débuts 2006 avec La Liste et son succès fulgurant. Elle a sorti 5 albums. Elle a aussi écrit pour d'autres et donc elle revient aujourd'hui donc avec son 5e album et un livre qui s'appelle Kérosène. Donc c'est un livre qui est très bien écrit, chapitré en progression avec des textes inédits et bien sûr chaque chapitre correspond à une chanson de l'album et puis il y a une tournée. Donc bonjour Rose. Bonjour, ravie de pouvoir répondre présente à ton invitation. Je voulais savoir, parce que tu avais une chanson qui s'appelait Je me manque, qu'est-ce que ça te fait de revenir aujourd'hui avec tout ce parcours? Et puis, tu parlais dans le livre que tu avais un petit peu subi la tournée entre guillemets intimiste de Pink Lady. Et là, finalement, c'est aussi une vraie tournée intimiste qui s'annonce. J'avais fait les dates, je me souviens plus où et quand. J'ai fait une première à Paris. La Nouvelle Ève? Ouais, la Nouvelle Ève. Donc j'avais fait la date à la Nouvelle Ève en novembre. Non, mais ça paraît si loin parce qu'en fait, la vie nous a tellement chamboulé ces derniers temps qu'on n'a plus trop la notion du temps et des saisons. C'est vrai que cette Nouvelle Ève, pour moi, c'était dans une autre vie et une autre tournée. Alors qu'en fait, c'est vraiment, c'est proche, quoi. Ça fait partie de cette tournée-là que je suis en train de vivre aujourd'hui. Et pourtant, la première date de cette tournée me semble si loin. C'était du temps où on pouvait chanter devant des gens qui ne portaient pas de masque. En tout cas, comment tu vis ce retour après ce break, après ce temps où tu t'as pris du temps pour toi, pour te reconstruire, écrire ce livre? Bien, franchement, ça a été. Là, c'est compliqué parce qu'en effet, on revient encore. Parce que quand je suis revenue en novembre, c'était un retour. Mais là, je reprends une tournée et c'est vrai que ce break depuis mars, c'est aussi quelque chose d'important. C'est encore plus un break que celui d'avant parce que celui d'avant, évidemment, j'ai pris du temps pour moi et j'ai écrit un livre et puis j'ai travaillé médicalement parlant avec des spécialistes de tous bords pour me remettre sur pied. J'ai accepté d'être malade de plusieurs façons, hein, déjà d'être en dépression, d'être malheureusement addict à 2-3 choses dont je parle dans ce livre et cet album. Et puis j'ai tout repris en main. Je pense qu'il fallait vraiment tout détruire pour reconstruire. Moi, je suis un petit peu comme ça depuis le début dans ma vie, dans ma carrière. J'utilise un peu, je ne sais pas du tout si c'est la bonne solution, mais c'est ma façon de fonctionner, c'est la politique de la terre brûlée. J'ai du mal à construire sur des choses bancales. Et donc, souvent, je repars à zéro et j'ai besoin de refaire sur du neuf. Et du coup, cette tournée, comment? Parce qu'elle est intimiste pour le coup, cette tournée. Ouais, mais alors finalement, ça n'a rien à voir parce que le côté de choix, en fait, c'est le choix qui est important. Qu'est-ce qu'on a choisi? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on a décidé? Cette scène, je l'avais vue exactement telle qu'elle est aujourd'hui. Je voulais pas être plus de deux. Il n'y avait aucun intérêt. Au début, je voulais même être seule et lire des textes et chanter des chansons sur des bandes. J'ai même la chance finalement d'avoir un merveilleux pianiste à mes côtés, puis d'avoir une scénographie, une mise en scène de la projection vidéo. Finalement, c'est au-delà de ce que j'espérais. Mais
disons que le côté pas groupe et pas rock and roll comme les 3 premières tournées, aujourd'hui, il est voulu. Celui de Pink Lady, ça a été malheureusement un non-choix. On a dû réduire l'équipe, on a dû réduire les coûts et on avait travaillé un spectacle avec 5 musiciens. On était 5 et on a fini à 3. Pour moi, c'était plus lié à un échec qu'aujourd'hui, qui est pour moi exactement ce que je souhaitais en fait. Hein. D'accord. Et pourquoi ce choix? En fait, peut-être un retour à l'essentiel. Tu parles de ça aussi dans le livre. Ouais, il y a vraiment cette envie aussi de mise à nu, d'épurer au maximum, un certain minimalisme pour qu'il ne reste que la vérité. Même les extraits du livre choisis, je pense avoir choisi pour moi les moments les plus vrais. Grâce à ce livre, j'ai compris des choses et j'ai essayé d'aller chercher ces passages-là, soit qu'on a mis en musique, soit dans lesquels juste je m'exprime sur scène et je les lis ou je les récite. Je les ai retravaillés aussi. C'est vraiment un moment de vérité, je crois, ce spectacle. C'est l'union du disque et du livre. Pour ceux qui auraient eu que le disque, par exemple, eh bien, ils comprendraient l'histoire. Pour ceux qui ont compris l'histoire vraiment brute et assez sans filtre, il y a la poésie, quoi. Donc, pour moi, c'est le mix parfait entre le livre et l'album. Enfin, en tout cas, moi, j'avais beaucoup aimé. Et de toute façon, je serai là au Casino de Paris le 9 octobre. Ah, super. Donc, voilà. Masqué, alors. Oui, masqué. Et sur ma platine, faut que ça tourne là-haut. Petit en bout la facette, verser des larmes à paillettes. Sur la piste de danse, toujours secouer la tête. Toujours remuer les hanches. C'est vrai que le livre m'a beaucoup touchée par le contenu, mais aussi par la forme. Tu as toujours le sens de la formule. J'ai noté 2 phrases, mais il y en a plein d'autres. Un être a besoin de vous et tout est décuplé. Ou encore, je le quitte sans même la peine d'en avoir. Sans même prendre la peine d'en avoir, c'est ça? Ouais. Oui, alors ça, j'aime bien. Ou alors, c'est pareil que je chercherais de bonnes raisons d'avoir perdu la mienne. Alors ça, on me l'a dit souvent. Je prends des mots et je les répète pas. Enfin, je sais pas comment on appelle du tout cette formulation. C'est un truc que j'aime bien faire. Ou alors, comme tu l'as dit au début, un être a besoin de vous et tout est décuplé, c'est essayer de faire un parallélisme avec une maxime ou un proverbe ou une phrase célèbre et de l'amener ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a soit un être vous manque et tout est dépeuplé qui est tellement vrai, et puis quand quelqu'un a besoin de vous, donc c'est l'inverse, il est vraiment là, il a besoin de vous, eh bien, ça amplifie tout. Bon, évidemment, là, dans ce cas-là, je parle de la maternité. Quand un enfant a tant de vous et que sa vie dépend de la vôtre, finalement, ça pourrait tout soigner. Et ce que je raconte dans le livre, c'est que c'est pas ce qui s'est passé. Alors, c'est peut-être grâce à cela, et donc à mon fils, que finalement, j'ai trouvé la force au final de me sauver. Mais au tout début, lorsqu'il est arrivé, ça n'a pas eu cet effet-là, quoi. On est gêné, on a honte au moment où ça arrive de dire moi, ça m'enfonce, le fait d'être maman, le fait de pas savoir quoi faire, le fait de me sentir responsable. C'est une charge tellement lourde qu'on n'imagine même pas. Il faut tellement avoir les épaules. Alors, je les avais pas du tout. On fait pas attention à soi. Moi, j'étais dans la destruction. C'est totalement aberrant. Vous vous demandez, est-ce qu'on va pas me le retirer, quoi, cet enfant? Donc, au début, c'est extrêmement culpabilisant. Tant qu'on n'a pas pris conscience de ça et que d'abord on arrête de se culpabiliser parce qu'on est comme on est et qu'on a le droit d'être mère aussi. Et puis aussi on travaille, quoi. On travaille. Puisque tu parles du sujet, enfin voilà, de la maternité, du fait qu'aussi, que t'avais pas les épaules parce que là, je voulais attaquer un peu sur ton parcours, mais autant attaquer dans le vif du sujet, puis on pourra revenir sur ton parcours après, parce qu'on parlait de dépression. J'ai noté une page que je voulais lire parce que moi, ça m'a beaucoup marqué sur le fait qu'effectivement, c'est quand même ça une maladie et qu'on voit pas clair. Ah oui, c'est un voile, voile posé sur tout, hein. Donc, il n'y a pas une seule chose que l'on voit avec des yeux lucides et réalistes. Ouais, je lis l'extrait, oui, justement, qui dit ça. Donc, parce que la dépression nous fait réfléchir sur la vie, H24, si le philosophe est la personne qui cherche la vérité et cultive la sagesse, la dépression fait de nous l'exact opposé de celui-ci. Elle nous enferme dans son mensonge, dans son illusion,
Elle pose des dizaines de voiles de plus en plus sombres sur nos yeux. Peu importe la santé, la richesse, la belle vie que l'on a, ce que l'on possède, l'amour, la famille, la chance, la dépression est une menteuse. Elle nie les jolies choses. Elle dénigre le bonheur et met en évidence les détails. Elle ment comme elle nous empêche de respirer. Elle nous coupe de la réalité en la dissimulant, en la transformant en enfer. Disons que ça, c'est sur des longues périodes. Malheureusement, la dépression, on se rend compte qu'on est en dépression quand ça ne bouge pas. C'est comme ça, H24, tous les jours de la semaine, pendant des semaines et des mois. Aujourd'hui, je peux vivre encore ça et les gens peuvent se reconnaître là-dedans. Une mauvaise journée, une mauvaise heure, une mauvaise phase. Il y a des moments où on voit tout noir et on est persuadé que c'est la réalité. Donc, il n'y a qu'à voir ces jours-là comme on est. On ne peut pas nous faire entendre raison, tout autant que quand on voit tout en positif et qu'on a peut-être tort aussi de penser que tout est merveilleux et qu'on va y arriver, qu'on va réussir, que les projets qu'on entreprend, c'est les bons. Il y a des moments où aussi on se laisse biaiser par une euphorie. Disons que la dépression, c'est l'opposé de cette euphorie-là. Tout est négatif et il n'y a aucune issue, si ce n'est la mort, parce qu'elle elle vous mange tellement, elle a tellement grignoté de votre personne, elle fait tellement partie de vous que si vous voulez vraiment vous en débarrasser, il faut vous débarrasser de vous, quoi. Donc, mais ça, quand on est dans la dépression, quand on est dedans, on a beau vous l'expliquer comme on me l'a expliqué ou comme là je l'ai compris, je pense que même si je devais retomber en dépression, je ne pourrais pas me dire avec sagesse, mais t'inquiète pas, rappelle-toi, c'est la dépression qui fait ça, c'est pas la réalité, il y a un moment où tu vas sortir. Voilà. C'est ça qui est assez fou, c'est que quand on est dedans, il n'y a rien qui fonctionne. Et même les gens les plus intelligents, d'ailleurs, il y a énormément de gens intelligents dépressifs. Et là, je viens de finir le livre Yoga, Manuel Carrère. C'est extraordinaire. J'ai l'impression de me retrouver exactement. Après, il est bipolaire, c'est encore autre chose. Mais vraiment, pourtant, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui a connu plusieurs hospitalisations. Il connaît ça par cœur. Et ça n'empêche que quand il va mal, il est sûr qu'il faut qu'il meure, quoi. Ce qui peut faire plus de bien à la limite, plutôt que de se dire t'inquiète pas, ça va passer, c'est de te dire t'inquiète pas, il y en a des milliers comme toi là. Et on se rend pas compte à quel point c'est courant, que c'est une maladie qui touche, j'ai pas les chiffres, mais vraiment je sais qu'il y a au moins un Français sur 3 qui a connu ça dans sa vie. Ouais, on sait pas pourquoi, il y a un truc qui va pas, et puis ça, petit à petit ça s'insinue, c'est insidieux. Au tout début, c'est genre j'ai pas trop envie de me lever, on se dit bon. C'est rien de grave, je suis fatiguée, puis si, puis en fait, petit à petit, on veut pas se l'admettre, mais on peut plus rien faire, quoi. Enfin, tu as réussi à remonter la pente. Je sais que par exemple, le yoga et la méditation t'a aidé. Et puis, finalement, tu as réussi à trouver la paix, parce que tu parles même du besoin de solitude, que enfin le silence n'a plus la couleur du vide, mais il remplit l'espace avec douceur comme un parfum voluptueux. J'imagine que ça, avant, en plus, pour toi, c'était inimaginable. Non, moi, il fallait que ça bouge, il fallait que ça cogne. Donc, oui, alors la solitude, le silence, tout ça, non, c'était pas mon truc. Après, moi, je suis capable d'être dans le silence toute seule et tout ça, mais par exemple, je suis encore incapable de me taire quand je suis auprès de quelqu'un, quoi. Donc, je suis quelqu'un d'extrêmement bavard et j'essaye, j'aimerais, je rêverais pouvoir me taire, ne pas répondre aussi vite, avec impulsivité. Voilà, c'est un travail de tous les jours. Alors là, j'arrive à me laisser la paix à moi, mais moins aux autres, en fait, tu vois. C'est-à-dire que les autres, les pauvres, ils subissent toujours mes assauts. Par contre, moi, dans la méditation, j'ai trouvé ces moments de calme, ça c'est sûr. Après, quand j'écris ce livre à un moment donné, j'écris dans ce mood-là. Donc, encore une fois, tout change tout le temps. Donc, le bien comme le mal, ça ne reste pas. Donc, ces moments un peu d'extase, ils peuvent redescendre. Les moments pas. Voilà, on écrit des choses à des moments, c'est pas immuable. Voilà, il faut vraiment se rendre compte que la vie est impermanente et qu'il n'y a aucune permanence. Il n'y a rien qui reste tel quel tout le temps. Jamais. Ni les saisons, ni les fleurs, ni le temps, ni le caractère, ni la peau, ni rien. Si tu arrives à me trouver un truc qui ne bouge pas, ça sera merveilleux. Mais à part justement cet intérieur de soi, si on arrive à le trouver, cette paix intérieure, cet endroit refuge, celui-là, qu'on ait 7 ou 77 ans, qu'on aille bien, qu'on aille mal, il est normalement à l'intérieur, on peut le retrouver. Donc ça, c'est une chance, ça, c'est une clé, c'est la seule chose que j'ai réussi à comprendre, qu'on peut trouver en soi quelque chose, un endroit réconfortant. J'ai réussi, oui, mais ça n'a pas été le yoga, la méditation tout de suite, c'est pas ça qui m'a sauvée, mais je me suis dirigée vers ça.
doucement, sans m'en rendre compte. En fait, il y a des ouvrages qui m'ont plu et peut-être c'était très philosophique. Donc la philosophie m'a beaucoup aidée. La philosophie, c'est juste l'étude et l'amour de la sagesse, donc d'apprendre un petit peu à être sage plutôt que d'être tout le temps dans le tourment et dans l'impulsivité. Oui, et ça m'a mené, en tout cas naturellement, au yoga et à tout ça. D'accord. Du coup, moi, dans ton parcours, je voulais quand même saluer ta pugnacité par rapport à... Parce que j'étais assez surprise, parce que bon, forcément, je connaissais pas l'avant, la liste. Il y avait cette histoire de... T'étais institutrice, tout ça, mais en fait, on connaissait pas la vérité vraie. Mais en fait, j'ai trouvé quand même une espèce de force. Tu dis à la fin du livre, surtout comprendre que la chance n'existait pas avant qu'on la crée. Je pense que vraiment, tu t'as créé Rose. Enfin voilà, tu t'es accroché avec Johanna, ta meilleure amie, pour faire en sorte que tes titres. Alors après, il y avait ton talent aussi, mais je veux dire, c'est pas arrivé la liste, paf. Oui, c'est Par vrai que j'ai hasard. voulu longtemps dire j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. C'est vrai que j'appelle la chance aujourd'hui, c'est un concours heureux de circonstances, c'est-à-dire faire les bons choix, les bons actes au bon moment avec les bonnes personnes. Donc, c'est de l'opportunisme, entre guillemets. Je pense avoir ce talent-là de faire ce qu'il faut quand il faut le faire et parfois de lâcher prise totalement, de laisser... En fait, je m'adapte énormément à la vie. Donc ça, c'est quand même une chance. C'est-à-dire quand je sens que c'est la tempête, je me laisse porter par le courant. Et ça, j'ai appris plus tard que c'était une philosophie, et que c'était le taoïsme. C'est juste de faire la planche quand le courant est trop fort et de nager quand on vous le permet. Et donc, moi, souvent, j'ai lâché totalement les rênes de ma vie parce que je sentais que je n'avais plus aucune emprise. Donc, ça m'aurait peut-être plus épuisé de lutter. Et les moments où je sentais que la chance était, on appelle ça les planètes qui s'alignent, hein, quand on est en fait aligné avec l'intérieur de soi, quand ce qu'on fait a un sens profond. Quand ça a un sens profond, soudainement, on trouve les forces, les clés, les bonnes personnes, les gens. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois dans ma vie pour avoir un enfant, pour faire ce métier, pour écrire ce livre, pour rencontrer l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Il y a eu quelques événements comme ça dans ma vie où j'ai l'impression de ne pas avoir subi du tout, mais d'avoir été totalement actrice de tout ça. Et d'autres moments où j'ai l'impression d'avoir subi pendant des années parce que j'étais pas capable de faire quoi que ce soit d'autre. Oui, j'ai fait vivre Rose et tout ça, mais c'est facile quand c'est ce qu'on est, ce qu'on veut. Rose, je pense qu'elle existait en moi depuis longtemps. C'était cette fille-là qui voulait chanter, qui voulait être sur scène, qui voulait quitter Nice, qui voulait être connue, qui voulait gagner de l'argent parce que dans ma famille, personne vraiment gagnait de l'argent. Donc il y avait cette volonté-là, elle était là et je l'ai juste allumée. Mais elle existait, quoi. Tu parles de ta famille et moi ça m'a marqué parce que ce truc où tu disais chez moi on se contente de peu et comme ça on n'est pas déçu. Et c'est vrai que Oui. j'ai de la famille originaire d'Algérie aussi. Et tu dis que ton père Ah, est originaire d'Algérie et ta maman italienne. Moi il y avait peut-être un peu ça aussi dans ma famille. Puis alors après aussi avec tu vois les guerres et tout ça de genre bon bah va bosser à la SNCF ou machin, faut sécuriser le boulot. exactement. Bah, toi, c'est SNCF. Moi, chez mes parents, mon grand-père, c'était la Poste, les PTT, tu vois. Ils aimaient bien tous les acronymes et les choses qui étaient surtout étatiques, quoi, où on était peinard, on était fonctionnaire. Voilà, il fallait genre une place au chaud peinard, c'est ce qui comptait le plus. Quand j'ai voulu être institutrice, enfin, j'ai voulu, quand ça m'est tombé dessus, mes parents étaient ravis. C'est exactement ce qui pouvait m'arriver de mieux. Quand j'y pense, mais j'aurais pas tenu, enfin, j'ai pas tenu d'ailleurs plus d'1 an et demi, quoi. Finalement, c'est ça, c'est aussi une génération, c'est des origines et c'est difficile pour eux de comprendre nos C'est aussi envies. des gens qui n'ont pas fait d'études. Alors, c'est de père en fils aussi. Moi, j'ai des amis, là, c'est des enfants de gens qui ont fait des études. Et ben, les parents aussi en avaient fait. C'est des fils de médecins, de père en fils, quoi. Ces gens-là, on leur a toujours dit, par exemple, pour faire médecine, j'ai une copine qui a réussi, c'est de ses parents, ils disaient, voilà, il y a 10% de gens qui réussissent en première année. Ces gens-là, ils disent, ça sera toi. Mes parents disaient, oh là là, mais enfin, il n'y a que 10%, comment tu vas faire si c'est pas toi? Parce que eux-mêmes avaient été travailler à 14 ans et que on leur avait jamais dit que c'était possible de faire autre chose, quoi. Donc moi, je leur en veux pas du tout. En tout cas, j'étais élevée là-dedans et donc j'ai jamais cru que tout était possible. Non, jamais. J'ai même du mal à le dire à mon fils. J'essaye, je me force, mais j'ai toujours l'impression quand il me dit je vais être footballeur, je ne peux pas lui dire mais bien sûr mon fils. J'ai tendance à lui dire mais mon petit, si tu étais footballeur, on le saurait déjà, tu vois, on t'aurait déjà repéré, on serait déjà venu te chercher. Pour ce genre de métier, je suis extrêmement réaliste. Mm. Par contre, s'il me dit qu'il veut être musicien, alors là, pour moi, ça, c'est faisable. Je suis comme mes parents. Pour certains métiers, je suis comme mes parents.
Non, bah, c'est vrai que c'est pas facile. Bah, c'est pour ça, moi, j'essaie de lutter, tu vois, avec le titre de mon podcast, avec tu peux être qui tu veux. Ah, ben bravo, hein. Franchement, mais ça, je le dis à mon fils, ça c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec le métier. Non. Parce que aujourd'hui, il faut vraiment se dire que être qui on veut, c'est surtout être qui on est, devenir qui nous sommes à la base. Et puis souvent, malheureusement, on s'est dirigé vers plein de personnages qui ne sont pas nous, sans le savoir. Apparemment, à 40 ans, il paraît que c'est un âge exceptionnel parce qu'on commence à devenir qui nous sommes. Je pense que plus l'âge avance et plus on commence à comprendre qu'on a fait fausse route et qu'on a essayé d'être des différentes facettes d'une personnalité qui n'était pas vraiment nous, quoi. Donc, en tout cas, ton podcast, pour moi, il va plus dans ce sens-là. On peut être qui on est et on a le droit de se trouver, quoi. Après, est-ce qu'on peut faire tous les métiers? Il y en a qui nous le prouvent tous les jours, hein. Quoi, il y a des gens tellement pugnaces où tu prends même. Moi, j'ai vu avec mon fils un documentaire sur Griezmann. Le gamin à 9 ans lui disait arrête tout de suite, quoi, t'es trop petit, c'est mort, quoi. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Et puis, le gamin, il a jamais rien lâché aujourd'hui. Voilà. Donc, évidemment que je le sais que si on est pugnace, mais j'ai l'impression que moi, je ne le suis pas et que mon fils, par exemple, ne l'est pas. Et je me dis, bah, tu pourrais, mais il faut rien lâcher. Et comme nous, on est des lâcheurs un peu. Bon, voilà. Donc, c'est vrai que c'est hyper dur de reprocher à ses parents des choses et finalement de refaire la même chose. On se rend compte que ça sert à rien d'aller jeter la pierre ou d'en vouloir à qui que ce soit parce que on en fait tellement d'erreurs soi-même. Quand même, enfin voilà, d'où vient cet amour des mots? T'as même une instite qui t'avait dit, et toi, c'est ton truc. C'est vrai que j'ai immédiatement aimé lire, faire des poèmes. Je lisais des choses que mon frère étudiait. Lui, il était en première, par exemple, il avait 4 ans de plus, donc je sais pas, moi j'étais peut-être en troisième. Bon, enfin, en tout cas, lui, il révisait pour le bac français. Et moi, j'avais lu tout son programme et je connaissais tout ce qu'il devait faire lui parce que ça me plaisait vraiment. Et en tout cas, j'ai compris très vite que quand quelque chose me plaisait, j'étais insatiable, inarrêtable. Je peux passer 10 heures à faire des choses parce que ça me plaît. Je ne m'arrête jamais. C'est-à-dire, si je lis un livre que j'aime, je m'arrête plus. Si j'écoute des podcasts, d'un coup, je découvre un podcast. Enfin, c'est-à-dire que c'est un peu presque obsessionnel. Donc, si d'un coup, je découvre un truc qui me plaît, que ce soit le yoga, la méditation, le bouddhisme, l'astrologie, le tarot, soudainement, je prends ce truc-là et je le décortique jusqu'à essayer d'avoir vraiment, pas du tout de tout connaître parce qu'on ne peut jamais, mais en tout cas, j'essaie vraiment de creuser un maximum et d'en savoir le plus possible sur ce sujet-là qui me passionne, quoi. Quand tu parlais d'inspiration, tu parlais un peu d'inspiration verticale et ça m'a fait penser à ce livre Big Magic. Attends, en français, c'est Comme par magie de Elisabeth Guibert. C'est celle qui a écrit aussi Mange Priem. Je sais pas si tu l'as lu, ce livre. Ah, d'accord. Oh non, j'ai juste vu le film Ange Prième, mais j'ai pas lu du tout et je crois en avoir entendu parler. Ouais, enfin, Comme moi, par magie. ouais, j'ai beaucoup aimé et justement ça parle de l'inspiration en général, que des fois ça se travaille, qu'il faut suivre ses intuitions, que effectivement rien n'est jamais un peu magique dans la vie, que des fois le succès c'est à force d'écrire 15 fois ou parce qu'une fois t'écris un truc et puis après tu rencontres quelqu'un et tout ça. Et elle parle aussi de beaucoup ce truc que, tu vois, que les idées elles sont un peu là autour. Je suis d'accord, hein, parce que quand on s'en rend vraiment compte, surtout quand ça vient pas, hein. On sent l'horizontalité du truc, quoi. C'est-à-dire que t'as beau te dire, faut que j'écris, faut que je fasse. Franchement, alors il faut faire quand même, parce qu'en effet, si jamais il y a une once d'inspiration à un moment précis, ou qu'il y a cette idée-là qui se plante juste au-dessus de votre tête au bon moment, moi je connais ça par cœur et parfois j'ai tellement peur de cette horizontalité, du fait qu'il ne se passe rien, que j'y vais pas, quoi, hein. Je suis plutôt du genre à attendre que ça me tombe dessus. Parce que attendre l'inspiration, je l'ai fait. Et surtout, quand elle venait pas, j'ai dû avoir recours à des méthodes justement qui m'ont fait beaucoup de mal. Donc évidemment, quand l'inspiration vient pas, on essaye par d'autres voies, des psychotropes, des choses. On essaye de se mettre dans des états. On a cette fameuse image du poète maudit, de Baudelaire, des fleurs du mal. Enfin voilà, il y a tout ça qui revient. On se dit, c'est dans ces états-là que ça se passe. Et ça peut se passer vraiment, on va pas se mentir. Mais c'est d'abord le prix à payer trop cher et surtout, je me suis rendu compte que les plus belles choses que j'avais écrites à chaque fois, c'était par inspiration et pas en consommant quoi que ce soit. Déjà, il y a ça, mais il y a aussi cette idée de laisser venir à soi. Elle est là, l'idée, elle est là, l'inspiration, elle est là. C'est comme une bête sauvage qu'il faut approcher, qu'il faut amadouer. Donc oui, on peut pas rester sans rien faire. Il faut se mettre dans cet état-là.
Et moi, je me rends compte que les idées, elles affluent après une méditation. Souvent, d'abord, j'ai un carnet à côté de moi. Alors, je me fais violence pour pas noter des choses pendant, parce que ça n'a pas de sens. Le but, c'est vraiment de faire le vide. Donc, c'est là où arrivent les idées. Donc, c'est hyper compliqué. Mais parfois, je m'en fous, j'arrête tout et je note des choses. Mais souvent, si j'ai fait une bonne séance de yoga, de méditation, s'il y a eu une détente, s'il y a eu un vide qui s'est opéré, soudainement, il y a de la place pour tellement de choses, tout arrive. Et là, c'est le moment où je me mets à écrire. Tu médites combien de temps en général quand tu fais des méditations? Franchement, ça dépend, il n'y a pas de règle et c'est très dur de dire je médite aujourd'hui. Et déjà, d'essayer de méditer, c'est bien. Méditer, c'est vraiment ne rien faire. Donc, je le dis dans mon livre, c'est ne rien faire et le faire bien. C'est pas ne rien faire comme quand on se met devant Netflix, hein. C'est d'avoir aucune prise sur rien, ni sur les choses, ni sur le temps, ni sur le mental, et de rentrer dans cet endroit refuge qu'on a trouvé un jour. Et plus on l'a aperçu, plus on l'a approché, plus ça devient facile de le retrouver. Mais c'est souvent dans les moments où on se dit ah, j'ai envie de rentrer en méditation, d'aller en moi, c'est à ce moment-là qu'il se passe rien. Ou les moments où on se met juste comme ça, on s'assoit en tailleur, on ferme les yeux et qu'on a 5 minutes devant nous et finalement on se rend compte pendant une demi-heure qu'on était bien là où on était. Alors franchement, il n'y a pas de règle, il n'y a pas à se culpabiliser du tout avec le fait de méditer tous les jours, une demi-heure, une heure. Moi, j'ai l'impression que mon yoga est méditatif parce que vraiment j'essaie de rentrer dans ce truc-là, dans cette sorte de méditation. C'est grâce au souffle que ça vient, un état vraiment relâché, détendu, sans emprise sur rien. C'est très rare et c'est extrêmement agréable. C'est-à-dire quand on connaît ça, on ne cesse de le rechercher. Et le problème, c'est que quand on le recherche, on le trouve plus. C'est pareil que l'inspiration. C'est pareil que le tube. Quand on a écrit un tube, on ne cesse de rechercher comment j'ai fait pour écrire ce truc. On le retrouve jamais. Donc, il faut vraiment pas essayer de faire quelque chose, même si on sait au fond ce qu'on veut. Donc, c'est complètement fou. Alors, moi, je conseille vraiment, en tout cas, pour commencer, moi, il y a quelques années, j'avais commencé avec une application, avec une voix qui vous dit, qui vous guide. C'est hyper agréable. En tout cas, ça te détend. Mais moi, j'appelle pas ça vraiment de la méditation, j'appelle ça vraiment de la relaxation. Donc moi, tous les jours, en tout cas, j'essaie, je m'y plonge. Alors soit au mieux, j'y arrive, au pire, ça me détend et ça me fait me relaxer. Ça me permet de passer une journée beaucoup plus zen et beaucoup plus intéressante. En tout cas, mes journées ne sont pas les mêmes si j'ai le temps de faire un peu de yoga et de méditer un peu ou pas. Donc normalement, j'essaie tous les jours de faire entre 20 minutes et 1 heure de tout ça mélangé. Parfois, c'est que du yoga, parfois, c'est que de la relaxation, parfois, c'est que de la méditation. Voilà. Ok. Et tu parlais aussi d'équilibre et de choisir l'essentiel. En fait, tu disais que tu avais fait beaucoup de tri et aussi, même voilà, dans ta vie, tu es intervenu, voilà, la famille et les amis ont remplacé les relations éphémères et les potes de teuf, enfin ce genre de choses. Et ça m'a beaucoup marqué parce que tu disais aussi que voilà, que tu avais fait beaucoup de tri, que entre ce qu'on possède et dont on a réellement besoin. Moi, j'ai fait beaucoup de tri aussi cet été, donc ça me parle beaucoup. Ah, mais c'est un travail d'une vie et je pense que le tri, on doit le faire tout le temps. Si la vraie méthode Kondo, je ne sais quoi, tout ce genre de méthode minimaliste japonaise et tout ça, tout devrait être à chaque fois trié et surtout de se demander est-ce que cette chose-là, elle me fait plaisir, est-ce qu'elle m'apporte de la joie, est-ce que j'en ai besoin? Donc il y a plusieurs raisons, il n'y a pas qu'un besoin. Est-ce qu'elle me plaît? Parce qu'il y a des choses très belles qui me font du bien à regarder, donc j'ai pas besoin d'en avoir besoin. Mais en tout cas, il y a des choses, on les garde parce qu'on se dit, on sait jamais, ces choses-là, pour moi, il faut qu'elles dégagent. C'est dur, hein, mais je lutte pour tout parce que je suis pas comme ça du tout à la base. Et puis surtout, par exemple, pour faire une valise, je peux avoir des crises paniques carrément parce que je ne sais jamais quoi emmener. Est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va faire chaud? Je vais prendre 3 paires de chaussures quand même. Et le fameux, je prends ça, on sait jamais, ça va pas. Donc bon, ça c'est un exemple qui n'a rien à voir avec le tri, mais quelque part, si j'avais que des choses nécessaires, mes valises, elles seraient plus faciles à faire, en tout cas. Je pense que ce dont on a besoin, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous apporte de la joie, c'est les critères principaux et qu'il faut regarder autour de soi tout, aussi bien les amis, le métier, les gens, les choses qu'on fait, les choses qu'on dit, tout doit être soumis à cette règle. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me rend heureuse? Est-ce que j'en ai besoin? Et après, dans le besoin, il faut savoir est-ce que c'est un besoin qui est
bon pour moi ou est-ce que c'est un besoin qui est nocif pour moi? Parce qu'évidemment, moi, j'ai besoin d'une clope, j'ai besoin d'un verre de vin, j'ai besoin de drogue, mais c'est pas quelque chose qui me fait du bien. Donc, c'est un faux besoin. Donc, c'est très compliqué tout ça. Très bien. Non, mais parce qu'en fait, là, tu m'as séché parce que moi, en fait, quand j'ai fait mon tri, j'ai senti une grosse partie du passé. Moi, je crois que j'avais, il y avait quelque chose. Enfin, en fait, ça me portait, tu vois, d'avoir un peu tout ce passé, tous ces objets. Alors, j'ai quand même gardé des choses. Hein, j'ai gardé tous tes albums. Voilà. J'ai quand même survécu à ce tri. C'est Oui. merveilleux. Bon, Ah bah, voilà. ouais. Bonne nouvelle. Mais en tout cas, moi, j'ai senti un poids partir quand même en même temps que les affaires. Et après, bon, comme tu dis, c'est aussi une Ah bah, on philosophie, s'allège, hein. une remise en question par rapport à tous les domaines de vie, ça c'est sûr. Bah, on s'allège, mais après, je vais pas me vanter de ça. J'ai pas eu le choix. Je veux dire que quand je pouvais rester dans des appartements immenses, je pouvais me permettre de garder des choses dont j'avais pas besoin. Ça me gênait pas. Aujourd'hui, quand on a des appartements plus petits, on a besoin de respirer. Ce fameux feng shui qu'on appelle, c'est cette espèce d'énergie qui circule dans les appartements. Moi, j'y crois énormément. De libérer l'entrée. Il y a des gens qui mettent tout, leur manteau, les porte-manteaux, les choses. Ça m'angoisse, moi, quand j'arrive chez des gens comme ça. Aujourd'hui, chez moi, c'est petit, c'est comme, je pense que c'est comme il faut. J'aimerais que ce soit plus grand, comme tout le monde, mais il faut faire en tout cas en sorte que l'énergie et que le feng shui continue à circuler. Et pour ça, il faut se débarrasser des choses qui encombrent. Mais c'est pareil dans la vie. En fait, c'est que des métaphores de tout, hein. Il y a des choses qui encombrent. Et s'il y a des choses du passé qui encombrent, il faut essayer de s'en alléger, de s'en délester. Et puis pareillement dans les objets, autant avoir la place pour ce qu'on aime, quoi. Ouais. Voilà, je pense que c'est après tout le monde est beaucoup plus heureux à chaque fois qu'on jette des choses. Moi en fait, je jetais en plus beaucoup avant parce que en plus j'étais feignante et puis aujourd'hui je donne énormément, je mets sur Vinted, enfin voilà, c'est un kiff aussi de se débarrasser des choses parce qu'on en récupère de l'argent ou parce qu'on en récupère aussi une fierté d'avoir offert quelque chose aussi. Et bon, du coup, on va quand même aborder le sujet des réseaux sociaux. Eh oui, en parlant de Vinted, il n'en est pas un, mais bon. Ouais, mais bon, c'est un outil sur le web. Ouais. Et alors, j'ai quand même pas mal de choses à dire là-dessus, parce que c'est vrai que bon, moi, je t'avais découvert en première partie à l'Européen, et après, très vite, j'avais regardé sur MySpace. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, voilà, tout le monde, un peu, surtout dans la musique, avait un MySpace. Donc, tu disais que voilà, t'en avais un pour te faire repérer. Je me demande d'ailleurs, parce que tu dis que tu avais rencontré un guitariste sur MySpace, je me demande si c'était Jérôme Plassereau, du coup. Oui, ouais, tout à fait. C'est marrant, je savais pas que vous vous étiez rencontrés comme ça. Ouais, c'est complètement fou. J'avais découvert 73 et donc je leur avais envoyé un message, j'adorais, je le mettais tous les matins, Love is Cool, je sais plus comment ça s'appelait ce premier morceau. Et donc j'avais adoré, je trouvais que c'était hyper californien, je sais pas, j'étais fan. Et puis Jérôme, qui est très drôle aujourd'hui, je le sais, mais je ne le savais pas en 2005. Et donc il m'avait fait rire. Et puis en fait, ouais, on s'était rencontrés dans un bar au Baron. Il était venu me voir, il m'a dit Rose. Je dis ouais, il me dit non, bah c'était Keren, j'ai même pas encore mon nom. Il m'a dit ouais, c'est Jérôme de 1973. Voilà, on s'est rencontrés grâce à MySpace dans un bar, voilà. Mais après, c'est drôle parce que coïncidence, on me l'a conseillé en guitariste plus tard. D'accord. Oui, parce Voilà, que ça a quand même été le guitariste qui t'a accompagné lors de nombreuses tournées. Ah bah, tout à part celle-ci où il y a pas de guitariste, mais même sur Pink Lady, il a commencé la tournée et puis après il a été remplacé par Thomas Semence, mais il était là aussi pour Pink Lady et puis il était là pour l'enregistrement de l'album Pink Lady. En fait, il est là depuis le début. Puis bon, c'est un ami cher qui aujourd'hui est le papa des enfants de ma meilleure amie, donc de Johanna, qui était ma manageuse. Enfin aujourd'hui, voilà, c'est ma famille, quoi. Voilà, donc quand même les réseaux sociaux. T'as fait quand même aussi une chanson qui s'appelle Jeux de société. JE. Ouais, qui définit ça très bien. À l'époque, sur Facebook, tu t'amusais justement avec les mots sur des statuts. Tu as toujours d'ailleurs un blog où d'ailleurs je crois qu'une fois tu avais récapitulé tes statuts Facebook d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, j'avais récapitulé l'année 2010, je ne sais plus.
Oui, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai passé tellement de temps que je faisais des choses bien. On va pas se mentir, il y avait des super phrases que j'ai reprises et qui, je sais pas, je trouve qu'elles étaient vraiment très bien tournées. Il y a des gens qui ont sorti des bouquins avec des statuts. Je trouvais que c'était drôle parce que c'est que des punchlines. Donc c'était drôle Facebook avant parce que on mettait énormément de punchlines. Voilà. Aujourd'hui, bon, je trouve qu'il se passe vraiment plus grand chose. Instagram, pour moi, c'est du voyeurisme. Donc Facebook, vraiment, au tout début, ça m'a vraiment plu. Et puis, je suis tombée dedans, hein, voilà. Et puis, comme dans tout, mais surtout Facebook, Instagram, je suis pas tombée dedans du tout. Twitter, pas vraiment. Mais Facebook, j'ai eu une réelle addiction. Et puis, ces addictions, elles arrivent toujours dans les moments où on va mal. Donc, c'est comme ça qu'on se rend compte aussi que cette chose-là est là pour combler quelque chose et qu'on l'utilise pas à bon escient, quoi. Et quand tu dis pas utiliser à bon escient, pour toi, enfin, tu veux dire Ah bah, quoi? c'est pour faire gonfler son ego, c'est pour se prouver qu'on existe, pour perdre du temps, pour ne pas le gagner, ce temps, pour ne pas l'utiliser, pour ne pas être face à soi-même. C'est pareil que quand on a peur, quand on a 5 minutes pour soi et qu'on s'allume une clope, qu'on boit un verre. Enfin, tout ça, j'ai connu, donc je ne supportais pas une seconde de vide. Donc aujourd'hui, ça me paraît aberrant parce que je ne supporte plus du tout. J'y suis parfois sur mon ordinateur parce que je réponds à quelques messages et que j'aime bien suivre quand même ce qui se passe pour moi, ce que ma community manager fait, parce qu'on le fait ensemble et donc j'aime bien après voir les gens après un concert, les messages des gens qui étaient là au concert, tout ça évidemment, je peux pas mentir, ça me plaît, c'est une façon d'en savoir plus sur les gens qui nous aiment, mais je ne supporte plus voir les autres sur les réseaux, j'y vais plus, je ne sais pas ce que deviennent les gens, je ne vois pas les photos des autres, je ne cherche pas pendant des heures des bonnes tournures de phrases pour faire marrer les gens, je ne cherche pas la photo parfaite à poster sur Instagram, tout ça me fait gagner un temps énorme que je mets dans des choses qui me font énormément de bien. Ce que je disais tout à l'heure, de quoi ai-je besoin? Donc, malheureusement, quand on a besoin toutes les 2 secondes d'aller checker son Instagram ou son Facebook, à mon avis, c'est pas normal ou c'est même un, un réflexe aujourd'hui dont on se rend même plus compte. Si on regarde le nombre de fois où on a son téléphone en main et qu'on va cliquer sur l'application Facebook ou Instagram ou Twitter. Moi, maintenant, je suis vieille, mais j'imagine qu'aujourd'hui, c'est Snapchat ou je ne sais quoi. Enfin, pas Snapchat, l'autre, la TikTok. Tout ça. Ça m'angoisse que mon fils me demande ça un jour. Évidemment qu'on en a besoin aujourd'hui. C'est grâce à ça qu'on fait pas mal de choses, surtout dans ce milieu-là, dans ce métier-là. Mais sinon, moi, si j'étais pas Rose, je n'aurais plus du tout de Facebook ou d'Instagram, mais plus du tout. Aujourd'hui, j'ai une passion pour les livres audio et les podcasts parce que je ne supporte plus regarder un écran. Donc, j'utilise très peu mon ordi, très peu mon téléphone. Malheureusement, je discute beaucoup sur WhatsApp avec mes amis et mon amoureux, et mes parents qui habitent loin. Donc, WhatsApp, pour moi, c'est un petit fléau quand même, mais tellement rien puisqu'on choisit avec qui on parle, quoi. Du coup, je voulais lire pareil un extrait où tu disais donc j'arrête de fréquenter certaines personnes, certains lieux, j'ai clos mon compte Facebook car je souffrais aussi de cette addiction qui ne dit pas son nom. On se perd souvent dans les réseaux sociaux comme dans la drogue, comme une solution alternative à la vraie vie. J'arrêterai bientôt de poster ma vie sur Instagram et de me délecter jalousement de celle des autres. Je rate la vie de tout le monde, mais plus la mienne. Ah oui, j'adore ça. J'aimerais bien écrire un petit livre qui explique comment c'est facile, parce que il suffit de comprendre parfois les choses pour que ça soit simple, d'un petit déclic, ça peut être tellement simple de se débarrasser de certaines choses qui sont nocives. J'ai fumé pendant 20 ans, un paquet par jour, plus de 20 ans, et j'ai arrêté là, il y a quelques mois, extrêmement facilement parce que j'ai eu ce déclic-là, de la même façon. Et Instagram, je me suis rendu compte, tout le temps que je passais là-dessus, je l'ai remplacé par autre chose qui me faisait tellement de bien que j'avais plus de temps pour passer du temps sur ça. Donc finalement, c'était un cercle vertueux qui s'est mis en place juste en les enlevant de mon portable. Juste en ne pouvant plus cliquer à tout moment sur ces applis. Tu es dans une salle d'attente, et ben tu vas ouvrir un bouquin, tu vas appeler ta mère. Et puis surtout d'apprendre des choses sur plein de trucs qui te passionnent, tu découvres des choses qui te plaisent, et puis tu lis. Alors lire, c'est tellement, on n'a rien fait de mieux en fait. C'est comme l'eau, hein, on n'a rien trouvé de mieux pour se désaltérer. Le livre, on n'a rien trouvé de mieux pour s'évader, pour se détendre. J'avais oublié quoi. On peut plus lire, on peut plus puisque on n'a plus le temps. On est happé toutes les 2 secondes par une notification. Il faut regarder le documentaire sur Netflix là qui s'appelle Nos écrans de fumée. Ouais, Ils l'ont
ils les ont fait pour ça. Ils ont fait tout ça, les couleurs, les notifs, tout est fait pour que tu sois accro, que tu en aies besoin et que tu penses que c'est la vraie vie au final. Moi, je suis dans le web jusqu'au cou Et ouais. et voilà. Donc, c'est parce que c'est aussi c'est parce que j'ai aimé le web que c'est devenu aussi mon métier. Après, je suis assez d'accord et je déteste Facebook d'ailleurs pour cette raison-là et c'est pour ça. Enfin, Instagram, j'aime bien, mais le problème c'est qu'effectivement, comme c'est Facebook qui a racheté Instagram, il y a la politique un peu qui va derrière et je suis effectivement. Enfin, moi, même ça m'empêche pas de l'ouvrir plusieurs fois par jour, mais j'ai enlevé par exemple mes notifications parce que je veux pas être happée sans arrêt. Tu vois, je veux que ce soit quand moi je le décide. Voilà. Oui, Après, ça c'est déjà un premier geste qui est intéressant, quoi. Mais bon, les gens enlèvent tous les notifications maintenant. J'ai vu que ça commence à devenir courant. ouais, Mais je trouve oui, qu'on on est va encore mettre le doigt sur l'appli à son insu souvent. oui. Parce qu'on ne sait pas quoi faire, on attend quelqu'un avec le pouce, là, tac, 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 bam. Je comprends que ça soit aussi une passion parce qu'il y a tellement de choses. Moi, ma community manager Audrey, en attendant, je vois qu'elle le fait avec une stratégie qui est patente et qu'il y a quelque chose derrière. Quand c'est ton métier, c'est encore autre chose. Oui, après justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que pour moi, c'est un outil qui, certes, a des déviances aujourd'hui, mais moi j'aime le web profond, justement, tu vois, avec MySpace où justement, il n'y avait pas d'algorithme, il fallait chercher à la main, Mais ouais. t'allais de profil en profil, de rencontre en rencontre, et en fait, moi, c'est ce web-là que j'aime, c'est le web où tu te connectes à des gens, Mais où il tu n'existe découvres. plus. Aujourd'hui, tu regardes, tu cherches un hôtel et puis 2 secondes après, on te dit vous n'avez pas d'idée de cadeau, regardez machin. Et votre ami machin, il habite aussi là où tu habites. C'est un truc de malade. Tu es là, tu te dis mais en fait, il n'y a plus un truc que je peux faire sans qu'on me sollicite et qu'on me propose et qu'on propose et qu'on rentre dans mon cerveau. Il faut lutter, mais moi je pense qu'il existe encore, mais par contre, il faut lutter, il faut être Oui, ça acteur. vaut le coup ouais, Ouais. ça vaut le coup de lutter un peu. En fait, vu qu'on disait tout à l'heure que de devenir soi, d'être qui tu veux, c'est magnifique, mais c'est impossible de le faire en regardant la vie des autres déjà, de le faire en se laissant solliciter et surtout de subir les assauts d'algorithmes et surtout, on ne peut devenir soi qu'avec de l'instinct et de l'intuition. Et on ne peut plus se perdre aujourd'hui parce qu'on est sur plan et sur map. On ne peut plus rater une recette parce qu'on a tout. C'est incroyable. Il n'y a plus de place du tout pour la perte de temps, l'intuition, l'instinct. Alors, je dis pas que moi, je fais tout ça, mais en tout cas, le fait de refuser, par plein de fois, je me dis, je sais pas où je suis, je ne mets pas map. Alors qu'à la base, je faisais que ça puisque j'ai un sens d'orientation, mais égal à 0. Donc, c'est pire que ça, même. Je vais aller en sens inverse tout le temps. Enfin, mais je m'en fous parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est mieux de se perdre, quoi, plutôt que de suivre un chemin. Et ça, c'est une métaphore, mais c'est juste que ça marche aussi au premier degré, quoi. Parce que quand tu t'es perdu dans une rue, tu vas tomber sur un truc, putain, c'est marrant, je suis tombée sur ça. À chaque fois que je me laisse tranquille, que je suis pas les règles, que je suis pas ce qu'on me dicte, eh ben, je découvre des choses. Juste pour rebondir là-dessus, après on va parler de ton community management. Oui. Moi, ce que j'aime bien faire, en fait, alors après, c'est pas tant pour montrer ma vie, mais souvent, en fait, c'est parce que je vis un instant de gratitude que je vais le poster sur Instagram, tu vois. Je suis pas forcément. Bon, après, si c'est une jolie photo, c'est bien aussi, c'est sûr, on va pas se mentir. Mais il y a un côté aussi de gratitude. J'aime bien utiliser ça aussi comme ça, tu vois, pour le partager, mais dans Mais ce bien sens. sûr, mais on est tous là-dedans. Et puis, c'est vrai que à quoi ça sert de vivre des belles choses si c'est pour pas les partager. Cependant, je suis persuadée que parfois, il vaut mieux les vivre soi et c'est tout, qu'il vaut mieux les partager avec les bonnes personnes. Oui, ça Évidemment, c'est mais moi, sûr. je continue à avoir des fois une super belle photo et à l'envoyer à ma community manager, à lui dire on peut la poster parce que il faut que tout le monde la voit tellement je la trouve belle. On est tous là-dedans. Mais évidemment, après, bon, il y en a qui sont plus que d'autres, et puis surtout, il y a des mauvaises raisons et des bonnes raisons. Parfois, c'est justement la gratitude de dire, j'ai un moment, il faut que le partager, ça veut dire que tu ressens cette gratitude puisque tu l'évoques, et aussi, c'est parfois de partager quelque chose que toi, qui toi, t'as fait du bien. Par exemple, moi, il y a plein de fois où je partage des choses, des phrases, des mots ou des lectures parce que je me dis, oh, c'est formidable, il faut que tout le monde sache. Mais je sens que c'est plus sain que de partager une photo où je me trouve extrêmement jolie. Mm.
Oui. Voilà. Après, je pense pas qu'on parle de la même chose parce que toi, je sais que t'es pas le genre à faire des photos de toi en selfie. Je sais très bien de quoi tu me parles quand tu me parles de beaux moments et puis t'as le goût de l'esthétique. Il y a aussi ça sur Instagram. L'esthétique, c'est très joli. Mais bon, voilà, tout dépend de comment on le vit. Est-ce qu'on est heureux? Parce qu'il y a aussi énormément de gens qui ont Ouais. un Instagram parfait et Ouais. qui pourraient se tirer une balle tous les jours. Donc ça, on Mm. oublie tout le temps de le dire et on continue à croire, oh là là, qu'est-ce qu'elle a l'air heureuse, cette personne-là. Euh, Moi, je crois plus en ça. Je Mm. crois plus du tout parce que j'ai vu des filles que je connaissais, des personnes que je connaissais poster des photos merveilleuses en étant en train de se mettre les doigts dans la bouche après un repas. Ou Ouais. non, mais c'est vrai. Donc Ouais. les filles les plus minces, c'est pas les plus heureuses. Les gens qui ont le plus d'argent, bah sinon ça serait pas Mike Brandt et Dalida qui seraient suicidés quoi. Mm. Donc on le sait. Aujourd'hui on le sait et on continue de vouloir croire que c'est merveilleux. Donc non. Et j'aimerais bien un Instagram un peu le fameux sans filtre, mais le côté postons la vraie vie quoi. La vraie vie, c'est genre tiens, je fais une salade tomate mozza, elle est pas géniale, mais c'est ça que j'ai fait quoi. Mm. Mais j'aime bien certains mouvements justement qui naissent aujourd'hui un peu sur Insta avec ce côté-là. Oui, genre Bien. arrêtons, sans make-up, sans machin, il y en a beaucoup. Mais oui, parce qu'il y a plein de trucs où maintenant, regardez, ça c'est comme ça, la photo, elle est comme ça, ce que je viens de vivre. Il y a des mouvements sympas et puis il y a de l'art aussi. Il y a plein de choses qui se sont passées cool. Et il y a des moyens aussi de relier avec des gens qu'on n'a pas vus. À l'époque de Facebook, moi je trouvais ça génial de retrouver des gens. Il y a aussi énormément d'initiatives caritatives qui partent de ça. Il faut pas oublier, il y a énormément de choses bien à faire, quoi. J'aimerais que ça soit beaucoup plus axé là-dessus, c'est tout. Du coup, par rapport donc au community management, parce que alors moi quand même, j'avoue que j'ai vu toute la promo qui avait été faite l'été dernier. J'en ai même parlé parce que je donne des cours au cours Florent Musique. J'en ai même parlé à mes étudiants. Mais regardez. Ah bon, tu donnes des cours? Ouais, je donne des cours réseaux sociaux, au cours Florent Trop Musique. bien. Ouais, ouais, ouais. Mais Mais ouais, c'est bien c'est un outil, comme tu dis, hein. ouais. Plus mieux tu l'utilises et plus t'es affûté, plus ça aura d'impact et c'est très bien. Ouais, puis c'est important d'être une réputation aussi parce qu'il y a beaucoup, tu vois, d'étudiants en école supérieure et pourtant il y a toujours cette pensée comme quoi que les jeunes sont au courant des réseaux sociaux et tout, mais est-ce qu'ils sont au courant de justement des opportunités, mais des dangers et enfin, faut être conscient en fait de ce qu'on poste. Donc Bah oui, c'est ça, je pense qu'on a l'impression ouais, que c'est rien, alors qu'en fait c'est des choses qui non, restent à vie. Je pense que la prise de conscience, moi j'ai mis du temps à l'avoir et encore j'ai du mal à trouver grave des choses quand je vois que je mets un truc de mon fils l'autre jour qui joue en story avec moi au piano parce que je suis tellement fière, c'est souvent musical, j'ai envie de poster des choses parce qu'il joue incroyablement et il est très fort, il trouve beaucoup de choses d'oreilles et tout, moi il m'épate. Donc plein de fois j'ai envie de mettre même de dos, hein, mais son père il est vraiment contre, tu vois. Donc et je me dis mais il a raison parce qu'en fait cet enfant il a pas choisi et dans 20 ans cette vidéo peut-être pourra ressortir, j'en sais rien. On n'a pas encore toutes les clés quoi. non là-dessus, non, Il a c'est peut-être sûr. pas envie que cette vidéo existe et qu'elle soit là et qu'on sache que Solal joue du piano et aime Renaud et aime jouer Mistral gagnant. Enfin, ça veut dire que cette information, elle est notée, quoi. J'avais parlé à mes étudiants de la promo de l'album parce que j'avais trouvé super et moi j'étais hyper heureuse d'enfin voir le compte Instagram vivre avec plein d'actu, des petites vidéos avec expliquant les chansons, une petite vidéo aussi rigolote quand l'album est sorti où je sais plus, tu dansais un peu chez toi avec Ouais, l'album où tu parlais, je sais plus, mais la vidéo elle était super authentique et mignonne et du coup malgré effectivement comme tu dis mais enfin voilà malgré que toi d'un usage personnel t'as vachement ralenti pour remaîtriser ton temps et tout ça tu te rends enfin bien compte que professionnellement c'est important et donc je voulais savoir voilà comment tu gères ça avec ta community manager comment voilà c'est la prise de conscience aussi là-dessus par rapport à ton métier et enfin comment tu gères un peu tout ça. Bah, ça a été un peu difficile parce que c'est vrai que de me remettre dedans parce que c'était nécessaire et volontaire aussi parce que on travaille des mois, voire des années sur un projet. Le but, c'est de l'offrir aux gens et le but, c'est d'avoir leur retour. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir savoir vite ce que pensent les gens, de recevoir de l'amour, de recevoir plein de choses. Et là, vu qu'il y avait un témoignage en plus important par rapport
à Kérosène, c'était différent. Avec le livre, je sais qu'il y a énormément de gens qui m'ont écrit au sujet des addictions, de la dépression. Et donc, j'ai commencé à lire, à répondre. Et après, c'est devenu vraiment très, très, très dense. Et là, je commençais non seulement à passer énormément de temps, mais en plus à jubiler aussi, à faire mousser l'ego. Il y avait cette espèce de gloriole, comme on l'appelle, c'est-à-dire le côté, plus on a de vues, plus on a des... Je regardais combien j'avais d'abonnés par jour, parce que quand on est en période de promo, ça grimpe. Il y a des moments, en fait, j'étais là à me dire, non, ça, c'est pas possible, je suis pas cohérente. Donc, je disais, bon, moi, j'arrête tout, vas-y, toi. Et puis, je tenais pas parce qu'on a trop envie d'aller voir ce qui se passe. Donc, je revenais. Donc, après, j'essaie de faire vraiment une espèce d'équilibre en me disant, bon, voilà, il faut faire la part des choses entre ta promo, parce que quand je passe énormément de temps à me faire maquiller, coiffer pour être en télé ou faire des radios ou faire des clips, des machins, c'est la même chose, c'est autant de temps et autant d'ego aussi, puisque c'est un métier d'ego. Donc, faisons la part des choses, ça fonctionne en période de promo. Je postais que des choses vraiment utiles et des choses qui étaient en lien avec cet album. Aujourd'hui, que je suis plus vraiment en grande période de promotion, je le fais vraiment beaucoup, beaucoup moins. Et je trouve que ça aurait beaucoup moins de sens et ça serait vraiment plus pour me faire du bien à moi, pour me donner l'impression d'exister, plus que pour parler du sujet. C'est pas tout ou rien. Après, il y a plein d'autres choses qui me tentent et j'aime le yoga. Je vois que toutes les nanas qui font des cours de yoga et tout ça, elles sont énormément suivies sur Instagram. Donc, je me dis, même si demain, je fais ça parce que je vais sûrement faire une formation à partir d'octobre. Trop bien. Et si demain, ouais, si je me lance là-dedans, est-ce que du coup, ça va nécessiter ça aussi des réseaux sociaux alors que justement, le but, c'est d'être le plus authentique possible, de faire, malheureusement, même dans le yoga, dans la méditation, je regarde les Instagram de Lily Barbery, de beaucoup de gens qui ont pris une ampleur dingue, surtout pendant le confinement. Il y avait des méditations en live hallucinantes. Pour moi, il y a une incohérence, voilà. Et c'est pas contre elle que je dis ça, c'est moi qui trouve ça incohérent pour moi. J'arrive pas. Je trouve pas que ça aille ensemble. Mais malheureusement, aujourd'hui, ça va ensemble. Le yoga, la méditation, c'est sur Internet. Voilà. Bah, après, c'est porter un message. C'est marrant que tu parles parce que du coup, moi, j'ai fait une séance photo là cet été avec ma prof de yoga pour justement qu'elle se mette plus sur Instagram et tout. Et en même temps, c'est génial parce qu'elle partage des textes fabuleux, tu vois. Donc, on a fait une Oui, super. il y a un partage. Oui. Ouais, Ouais, voilà. c'est vrai que moi, si je crée un autre Instagram, ce que j'aimerais faire, ça serait vraiment que du partage de choses qui, voilà, c'est soit, et j'essaierai, le but n'est pas d'aller voir si ça a été beaucoup vu. Enfin, je veux pas, j'espère ne pas rentrer là-dedans. C'est vraiment partager à qui veut. Et puis, si ça peut être utile, tant mieux. Si ça n'a pas de succès, tant pis. Mais c'est pas en tout cas pour mon ego que j'aimerais le faire. J'espère. Voilà, c'est ça pour moi le but ultime, de réussir à faire ça. Voilà, c'est un challenge. Et du coup, parce que là, comment ça se passe en fait? C'est toi qui proposes des idées de contenu selon bah voilà la promo et tout ça. Après, enfin ta community manager aussi, j'imagine, c'est pareil, elle te propose aussi des idées. Du coup, c'est On une fait tout ensemble. Alors vraiment, on est vraiment tellement beaucoup ensemble que on a beaucoup de temps pour en discuter. On est ensemble, on a des idées. Ah tiens, si on faisait ci, si on faisait ça. C'est vraiment, on a un travail avec Audrey Beauvillier qui est extrêmement imbriqué. Enfin, elle a son travail, moi j'ai le mien, mais nous, ce qu'on fait ensemble, on appelle ça du ping-pong, quoi. Elle dit quelque chose, je dis autre chose. On trouve pas le bon mot, je trouve pas le bon mot, elle va le trouver. Elle trouve pas le bon mot, je le trouve. C'est une complémentarité qui est rare, donc c'est extraordinaire parce qu'on est amis et en plus, dans le travail, moi en tout cas, je m'en sortirais vraiment pas si elle n'était pas là dans beaucoup de domaines. Les réseaux sociaux, c'est une chance qu'elle puisse s'en occuper et que grâce à elle, je n'ai pas besoin de les avoir sur mon téléphone. C'est vraiment une chance parce que sans elle, je serais obligée. Et puis surtout, je lui dis ouais, j'ai fait cette photo. Elle me dit ouais, mais laisse tomber, même pas en rêve. Voilà, elle me dit voilà, le père de Soleil il voudra jamais. Elle est vraiment, elle aime pas que je mette ma vie privée en avant elle-même. C'est pas quelqu'un qui va me solliciter justement pour ça. Mais on essaie plutôt de trouver toujours des belles illustrations pour faire vivre ce disque et ce livre, vraiment, et ce live. C'est vraiment le seul but qu'on a toutes les deux. C'est agréable, c'est agréable. Et du coup, pour dire un mot sur tes projets, donc au-delà du Casino de Paris et de ta tournée qui reprend, d'ailleurs, je crois que tu as pris des cours de théâtre je sais pas si c'était en lien avec ce spectacle-là.
J'avais commencé avec une coach parce que j'aurais aimé faire du cinéma et puis la force des choses. Malheureusement, là, j'ai mis de côté ça, mais j'ai travaillé avec un metteur en scène pour Kérosène, pour la scène, parce qu'il y a du texte beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Alors ça, c'est plus une bouteille à la mer, hein, c'est-à-dire que si jamais un jour ça se proposait, je dirais oui immédiatement. Je rêve de pouvoir jouer théâtre, cinéma, télé, tout me dit. C'est un truc qui m'attire vachement. Musique, on a un petit projet, Romain et moi, qu'on va sûrement mettre en musique. J'espère me lancer dans l'écriture d'un second livre bientôt et continuer à faire tout ce qui me fait du bien, continuer à faire cette fameuse liste des choses que j'ai à apprendre plus qu'à faire. Et puis, oui, il y a le yoga, mais pas que le yoga, c'est vraiment dans un ensemble. C'est l'Ayurveda, tout ce qui vient de l'Inde m'attire énormément. Donc, c'est une formation que je vais faire, dont le Hatha Yoga fait partie, qui est le yoga, on va dire, le plus courant. Et d'apprendre vraiment les origines, tout ce qui vient du souffle. C'est très vaste. Et donc, c'est comme retourner un peu à la fac pour moi. Il y a des vrais cours de théorie, de pratique. Voilà, je vais faire ça pendant 1 an et je sais pas où ça mènera. Et c'est ça que j'aime. Ah, c'est génial, 1 an carrément. Oui, enfin, 1 an, c'est pas C'est tous pas les à temps jours, plein. hein. Non, Oui, c'est ça. pas du tout. C'est des modules. Donc, il y en a 3 jours par mois. Super. Ouais. Bon, ça, c'est pas dans la musique, mais bon, la musique aussi dans le yoga me plaît beaucoup. Donc, je passe mon temps à faire des playlists pour faire mon yoga. Il y a un truc à faire, je pense, parce qu'on a besoin de musique, de faire d'autres choses que des bols tibétains forcément tout le temps ou des mantras. Les idées, elles surgissent. Je me fais assaillir par plein d'idées et c'est extrêmement brouillon. Il faut absolument que je recentre tout ça parce que là, j'ai l'impression que j'irai nulle part si je me laisse à ce point assaillir par des idées qui viennent de tous bords, quoi. C'est pas uniforme. On n'est pas dans une homogénéité pour l'instant. Ok, bah super, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. L'album et le livre Kérosène sont toujours disponibles et Rose part en tournée. Vraiment, si tu as l'occasion, je t'encourage à voir ce nouveau concert. Si tu veux être tenu au courant des prochains épisodes ou recevoir mes conseils sur les réseaux sociaux, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter sur mon site tupeuxêtre-qui-tu-veux.com. À très vite pour un prochain numéro.